traditionnelle adresse du chef de l'État à la nation, le discours de Patrice Talon alimente les débats au sein de l'opinion publique depuis peu. On en reparle encore ce soir sur Actu et Débat. Mesdames, Messieurs, nous sommes en studio avec Jules Léandre Kitty, Nicolas Sopeten. Il croisera le verbe avec Jules Léandre Kitty. Amis auditeurs, bonsoir et merci de nous rejoindre. Actu et Débat. Julien Kitty, bonsoir. Bonsoir Presbyla Itili, bonsoir à tous. Alors vous avez suivi cette adresse à la nation du chef de l'État, le discours du chef de l'État qui prononce sur l'état de la nation une fois l'an, je voudrais dire. Quelles sont vos impressions générales sur ce discours? Mes impressions générales, c'est d'abord dans la forme, le discours qui n'est pas resté très, très long, mais qui n'est pas du déjà entendu, parce que même dans la forme, il y a eu donc du travail qui a été fait, beaucoup de crans au-dessus de ce que on avait l'habitude d'entendre, qui n'était pas moins intéressant dans la construction du discours. Il y a eu vraiment du travail qui a été fait, parce que je suis de ceux qui sont très accrochés, très 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 méticuleux, très regardants sur la construction du discours politique des dirigeants. C'est un discours qui conquiert, qui enchaîne, mais qui libère en même temps. Et qui est vivant parce que cadencé, apportant des émotions aussi diverses les unes que les autres, selon le niveau se trouve du discours. Vous avez vu un discours qui démarre, qui fait le point des réalisations, qui remet chaque institution dans sa valeur, qui dit que c'est ensemble que nous faisons le résultat. Un discours qui montre de l'humilité, parce que un chef d'État qui reconnaît qu'il y a des chantiers sur lesquels nous sommes pas en train d'avoir les résultats escomptés, par exemple la sécurité, la lutte contre le terrorisme et tout ça, qui reconnaît par lui-même que il y a des choses qui étaient prévues, par exemple la construction de lycées, mais qui n'ont pas été obtenues physiquement dans le délai, mais qui a pu expliquer que c'est parce que les études ont duré plus que cela n'était prévu, mais que c'est quand même que ça va être fait et que le financement est bouclé. C'est de l'humilité. Mais c'est également un discours qui, vers la fin, a complètement pris de coup tous ceux qui buvaient déjà ce qui était en train d'être déroulé comme réalisation pour le bonheur des Béninois. Un discours qui n'est pas habituel pour un président qui est en fin de règne. On a été habitué à des présidents en fin de règne qui montrent un peu comme des signes de devoir laisser les choses, des signes de ne plus avoir les manettes en main, des signes de ne plus avoir à dire sur ce qui va se faire après, mais on a entendu un président qui montre que jusqu'à la dernière seconde, la charge qui lui a été confiée par les Béninois, il va l'exercer comme cela se doit, et qu'au nom de ce peuple, au nom de ce Bénin que lui place au-dessus de tout, on devra régler, on devra mettre hors d'état de nuire tous ceux qui vont continuer à rester nostalgiques d'un passé qu'il a osé, je dis bien osé, qualifié de honteux. C'est aussi ça, donc le courage, le ton vraiment franc et direct, et même provocateur parfois du chef de l'État. C'est aussi ça. D'abord, pour un féru du discours politique comme moi, je dis, c'est un discours qui a été bien bâti. Parce qu'un discours qui est bien bâti, c'est un discours qui provoque des émotions, qui tient l'auditoire et qui lui donne les émotions qu'il veut. Mais après, sur le contenu, le discours a abordé l'essentiel des pans sur lesquels les Béninois attendaient le chef de l'État, l'économie. Moi, j'avais dit sur le plateau de la télévision nationale où j'ai eu l'honneur d'être invité pour décrypter le discours en direct. J'ai pu dire que avant même qu'il ne prononce son discours, qu'il devrait pouvoir parler de l'état de l'économie, compris comme d'abord, en premier temps, les données macroéconomiques qui montrent les performances du Bénin au niveau national et international, mais également le panier de la ménagère pour savoir le citoyen lambda, est-ce qu'il mange bien, il mange pas bien, et pourquoi. Il a reconnu que la cherté de la vie et le fait de pouvoir d'achat des citoyens est un point de satisfaction. Il a parlé de la sécurité, il a parlé des efforts qui ont été faits au niveau. Je voudrais vous inviter, on va suivre le chef de l'État qui dit que nos succès sont incontestables dans tous les domaines, même si
Leurs effets ne sont pas toujours immédiatement perceptibles. On l'écoute. Le Bénin continue, sans tapage, d'avancer sur le chemin de son développement et de la consolidation de son unité. Nos succès sont incontestables dans tous les domaines, même si leurs effets ne sont pas toujours immédiatement perceptibles. Le seul domaine dans lequel nous sommes toujours à la peine reste celui de la lutte contre le terrorisme sur la frontière nord du territoire. Malgré nos efforts qui nous permettent de contenir le mal, voire de le faire reculer, nos forces de défense et de sécurité positionnées sur nos lignes de frontière nord continuent d'être éprouvées par des terroristes en totale liberté dans des pays voisins. Cependant, je peux vous affirmer que les investissements qui sont en cours, tant en matériel, en infrastructure qu'en ressources humaines, nous permettront sous peu de tenir les terroristes loin de notre territoire. Voilà, Patrice Talon, devant le Parlement. Julien Nketiah revient en studio. Vous l'avez suivi, votre réaction? Alors, sur cet extrait que vous avez choisi, j'ai envie de vous dire merci. Merci pour la pertinence de votre choix, parce que ce n'est pas facile de faire des options d'extraits dans ce discours qui est bâti de la première à la dernière seconde, avec des choses suffisamment intéressantes qui sont dites. Pourquoi je vous dis merci? Parce que les propos tenus par le chef de l'État constituent quelque part l'expression d'un soutien moral aux forces de défense et de sécurité qui sont au front. C'est une manière de dire à ces soldats béninois, eh bien, je sais ce qui se passe. Je sais les étreintes que vous vivez. Je sais les efforts, les sacrifices que vous faites au nom de la nation. Même si c'est des gens qui ont prêté serment pour dire nous allons défendre la nation, même au prix de notre sang. Il faut quand même leur montrer que le premier des citoyens béninois est informé de ce qu'ils vivent. Et c'est par la même occasion de leur faire entendre qu'il sait qu'avec les investissements qui sont en cours, donc, et quand il en parle, c'est que c'est en train d'être fait, et des investissements en termes de logistique, donc de matériel de combat, en termes de ressources humaines, et pourquoi pas d'autres aspects de l'entretien de ces soldats au front, on va pouvoir tenir loin de notre territoire les terroristes. Et il a déploré à l'occasion. Vous y croyez-vous? J'y crois. Est-ce que l'investissement humain et matériel suffisent-ils pour venir à eux seuls, pour venir à bout des terroristes? Mais ce que le chef de l'État ne peut pas fabriquer, ce que le gouvernement ne peut pas fabriquer, c'est le mental, c'est la détermination donc des forces de l'ordre et des forces de l'ordre au front. Parce que et puis ces citoyens qui ont décidé donc de donner leur vie pour lutter, pour défendre le territoire national, n'ont besoin que de ce dont parle le chef de l'État. Ils ont besoin qu'il y ait du matériel suffisant. Donc des armes sophistiquées, des armes adaptées à la lutte contre le terrorisme. Et ils ont besoin de moyens de communication des plus performants. Et la technologie évolue pour que dans un bon timing, dès qu'il y a des alertes, il y a des signes d'attaque de velléité donc des ennemis, des terroristes, pour chercher à déranger leur ligne de défense, eh bien ils puissent réagir comme cela se doit. Parce que vous imaginez ce que ça peut faire pour un policier ou un militaire au front, d'avoir les techniques, la formation qu'il faut pour lutter contre des terroristes qui viennent et dont il a eu les signes avant-coureurs de leur arrivée par exemple, et qui ne puissent pas avoir les moyens adéquats pour les mettre en déroute ou les neutraliser. Et ça lui fait davantage mal. D'accord? Parce que le soldat, il a un mental déjà forgé pour savoir que même le vis-à-vis peut me faire la guerre psychologique n'importe comment. Le vis-à-vis peut Est-ce que le mental de la troupe est suffisamment fort pour faire face à ces terroristes? Mais ce que je vous dis, un soldat, un militaire, un policier, il est formé différemment que vous et moi dans ce studio. Il est formé pour savoir... Il y a le mental, il y a la stratégie, il y a tout. Pourquoi s'en tenir à l'investissement humain et matériel? Oui, mais la stratégie, ce n'est pas le chef de l'État qui le déroule. Il y a les hauts gradés de l'armée et de la police que le chef de l'État rencontre. Vous savez, le chef de l'État, il est appelé le chef suprême des armées. Il rencontre ces personnes-là. Il a des informations également. Les renseignements au plan sous-régional, les informations au plan international lui donnent des informations qu'il met à la disposition des hauts gradés et lesquels hauts gradés aussi lui donnent des informations et ils définissent ensemble la stratégie. La stratégie militaire et sécuritaire pour lutter contre les terroristes, contre les assaillants, ça ne se déroule pas, ça ne se dévoile pas dans un discours sur l'état de la nation. Je suis désolé. Mais ce que le gouvernement et son chef
ont l'obligation de faire vis-à-vis des forces de défense et de sécurité, c'est de mettre les moyens, les ressources financières, les ressources matérielles pour leur donner tous les moyens de pouvoir lutter. Si le chef de l'État dit que avec les investissements qui vont être complétés, donc en termes de moyens techniques, logistiques et en termes de ressources humaines, ça veut dire qu'il y aura d'autres recrutements également ou d'autres soldats qui vont être envoyés au fond, les contingents vont être renforcés. Le fait de le dire et de le faire, ça c'est déjà une partition noble que le gouvernement joue. Le reste, le chef d'état-major général des armées, ça appartient aux techniciens. Et là, ils sont. Est-ce que vous avez l'impression, Jules, qu'on a eu des succès dans tous les domaines? Il a dit. Bon, on n'a pas eu succès dans tous les domaines, puisque lui-même, il le dit. Le seul fait de dire que le seul domaine dans lequel nous sommes encore à la peine, c'est le secteur de la lutte contre le terrorisme, signifie que c'est pas tous les domaines. Et pour moi, c'est un discours de vérité. Lorsqu'un dirigeant a l'humilité de reconnaître qu'on n'a pas réussi en tout pour le moment, qu'est-ce que j'attends encore de lui dans un discours bien bâti? C'est qu'il signale l'avenir par rapport aux efforts à faire pour avoir des succès dans les domaines où on n'a pas pu en avoir. Parce qu'un dirigeant ne vient pas dire au peuple, nous abdiquons. Il ne vient pas dire au peuple, je ne peux plus rien faire pour vous. Parce qu'on lui a donné le pouvoir pour pouvoir trouver des solutions pour nous. Et j'ai dit ailleurs que l'action du dirigeant et qui plus est d'un président de la République, d'un leader, se résume au verbe servir. Et servir, ça commence par le verbe S. Et le S signifie signaler l'avenir. Un chef d'État vient dire, voici là où nous allons. Voici là où nous n'avons pas encore atteint les objectifs, mais je suis déterminé à ce qu'ensemble nous puissions atteindre les objectifs. Et voici que je m'engage de donner les moyens qu'il faut. Parce que c'est ça le rôle régalien du chef de l'État. Donc on n'a pas réussi dans tous les domaines, mais on a fait des bons exceptionnels. On a fait des bons inédits. Et ça, j'ai dit également, je le répète ici, ceux qui ne sont pas d'accord avec la gouvernance de Patrice Talon, ils ont la possibilité, quand Patrice Talon a exercé sa légitimité de dire, moi, nous étions dans tel état dans notre pays, voici l'état de la nation quand je prenais le pouvoir. Et j'ai dit, nous pouvons tracter le Bénin vers le haut, nous pouvons multiplier les succès. On a dit, je ne peux pas. Voici que j'ai pu. Il a pris le secteur de l'eau potable, par exemple, où il donne un chiffre. Si quelqu'un il donne des chiffres, si quelqu'un a la preuve du contraire, il vient le dire. Il dit, par exemple, nous étions à 40-42% de Béninois qui avaient accès à l'eau potable. Et qu'aujourd'hui, il a amené ça à 80%. Mais si les gens ont la preuve du contraire, qu'ils viennent le dire. Et si c'est vrai, donc, ce qu'il a dit, puisque moi je crois en ce qu'il a dit, ça veut dire qu'il y a des bons importants qui ont été faits. Et lorsque vous prenez le secteur de la santé aujourd'hui, mais c'est énorme, il y a des efforts qui ont été faits. Tout n'est pas encore rose. On va y arriver. Le temps de donner la parole à Nicolas Sopete. Vous avez suivi le chef de l'État très rapidement avant qu'on le réécoute tout à l'heure. Il dit que nos succès sont incontestables dans tous les domaines, même si leurs effets ne sont pas toujours immédiatement perceptibles. Le seul domaine où on est à la peine, il a reconnu, c'est où les forces de l'ordre, c'est le terrorisme. Les forces de l'ordre continuent d'être éprouvées sur le champ de bataille, mais il rassure que les investissements sont en cours pour leur permettre de venir à bout de ces terroristes-là. Réaction très rapidement. En attendant qu'on réécoute un autre extrait du chef de l'État. Moi, j'ai écouté le chef de l'État. Il faut, quand vous écoutez le discours, il faut voir la posture du président de la République. Il faut pouvoir l'analyser dans la forme et dans le fond. Et dans la forme, moi, je trouve un président de la République, contrairement à son discours de 2023, où je l'ai trouvé, quand il prononçait son discours, tout souriant et prouvant donc une certaine satisfaction personnelle par rapport à ce qu'il disait ou ses réalisations. Et cette année, j'ai trouvé un chef d'État qui est beaucoup plus mine renfrognée, je sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé en temps? Est-ce que entre-temps, l'année dernière... Il a eu de légers sourires. Bon, non. Contrairement à l'année dernière, on sentait une auto-satisfaction au niveau du chef de l'État quand il prononçait son discours. Mais cette année, bon, je me dis que peut-être que c'est parce que le chef de l'État tire vers sa fin, en tout cas, le mandat tire vers sa fin, et tient à convaincre les uns et les autres de ce que véritablement un travail a été fait. Bon,
Ça, c'est ce que j'ai pu lire. Vous n'avez pas l'impression qu'un travail a été fait? Bon, pour moi, les domaines dans lesquels le chef de l'État, on l'attendait, lui-même il a reconnu qu'il n'a pas pu véritablement faire quelque chose à ce niveau-là. Vous l'attendiez sur quel sur le plan du social de 2023 aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé sur le plan du terrain? Il a abordé la question du social. On va réécouter le chef de l'État qui s'est satisfait des avancées obtenues. Nous l'écoutons en ce qui concerne les domaines de la santé et de l'éducation. Le secteur de la santé n'est pas en reste et le meilleur s'annonce déjà. Le centre hospitalier universitaire international d'Abomey-Calavi, l'hôpital de zone de Savé ou celui de Tchaourou sont autant d'exemples qui nous donnent l'avant-goût de ce qui est en cours. Le gouvernement a initié le projet de supplémentation nutritionnelle des 1000 premiers jours qui vise à préserver nos enfants des préjudices irréversibles des carences nutritionnelles durant cette période et ainsi leur permettre de grandir en bonne santé avec la préservation de tout leur potentiel cognitif et intellectuel. Grâce à ce projet, dont la phase pilote est déjà en cours et qui sera bientôt généralisé dans tout le pays, nous fournirons gratuitement des suppléments nutritionnels aux femmes enceintes, aux femmes allaitantes et aux enfants de 6 à 24 mois. Mieux, les frais de consultation prénatale dans les centres de santé publics seront pris en charge par l'État pour faciliter l'accès aux suppléments nutritionnels au plus grand nombre de femmes enceintes ciblées par le projet. C'est la raison principale ou l'une des raisons d'être de l'Agence nationale de l'alimentation et de la nutrition que vous connaissez. Notre programme de cantine scolaire, grâce auquel nous donnons par jour un repas chaud à plus de 1,3 million d'écoliers dans plus de 80% de nos écoles primaires publiques, dont 95% d'écoles en milieu rural. Le gouvernement a fait le choix d'une réforme totale de notre système éducatif en vue de donner la primauté à l'enseignement technique et la formation professionnelle. Là-dessus, je comprends les impatiences, mais je voudrais faire observer que les études techniques ont pris du temps, plus de temps que prévu, en raison des standards que nous exigeons désormais au Bénin. Elles sont maintenant achevées et les travaux de construction et d'équipement de ces écoles de métiers, de ces lycées agricoles démarreront dans les tout prochains mois avant la fin du premier trimestre 2025, sachant que les ressources financières nécessaires sont déjà disponibles à plus de 440 milliards de francs CFA. Ces programmes permettront notamment à tous les apprenants, quel que soit leur profil, d'acquérir des compétences en temps réel selon leurs besoins et ceux du marché du travail. Le gouvernement finance depuis quelques années déjà la formation sur place et à l'étranger de plus de 700 nouveaux enseignants devant servir dans le sous-secteur. De même, un programme de recyclage et de perfectionnement est en cours de préparation à l'endroit des enseignants en situation de classe. Enfin, pour être complet sur ce sujet, je voudrais rappeler que le gouvernement a entrepris de mettre en place pour la rentrée scolaire 2026 6 lycées scientifiques et 2 écoles normales supérieures scientifiques de référence internationale. Voilà, le chef de l'État, Nicolas Sokwetin, je reste avec vous à parler de beaucoup de choses en ce qui concerne les domaines de la santé et de l'éducation, les infrastructures construites dans ces domaines-là. Il a parlé des projets de supplémentation nutritionnelle, la cantine scolaire, les lycées techniques, expliquer le retard et tout. Réaction? Non, je pense que le chef de l'État a abordé tous les domaines presque dans les réalisations. Et bon, peut-on dire que rien n'a été fait? Non. Le fait est que sur le plan, sur ces divers plans cités par le chef de l'État, moi, je pense que le véritable problème au niveau de toutes ces réalisations, c'est l'opacité au niveau des coûts de réalisation. On connaît généralement pas quels sont les coûts de réalisation de tout ce qui est des infrastructures. Il y a aussi le fait que on sait comment on réalise ces infrastructures et toutes ces réalisations que le chef de l'État cite. On sait que c'est sur fond de crédit que le Bénin opte désormais pour ces réalisations. Il y a nos propres efforts. Le problème, c'est que le niveau d'endettement par rapport au taux de recouvrement des recettes de perception du Bénin, je pense qu'il y a un trop grand trou et qu'on est en train, en tout cas en s'avançant sur ce plan-là, on est en train de véritablement compromettre
on peut le dire, l'avenir de plusieurs générations, parce que j'ai écouté le chef de l'État, quand vous rentrez dans le fond de son discours, vous comprendrez que, au fait, il y a ce sacrifice-là qu'on nous a demandé qu'on est en train de demander à la génération actuelle. On ne sent pas qu'on peut reconnaître ou qu'on est en train de compromettre un tant soit peu aussi des générations qui sont à venir. En s'endettant, c'est ça? En s'endettant. Est-ce que c'est interdit de s'endetter? Non, justement. Vous ne vous endettez pas, vous? Le problème, c'est on est parti d'où? Et en 8 ans, on est à quel niveau? Et le Bénin s'arrêtera-t-il en 2026 ou encore après 10 ans? C'est le problème, ça. Et moi, je pense que si on se rend compte de ce qu'on a été jusqu'en 2016 et qu'en 8 ans, on se retrouve à ce niveau d'endettement, par rapport aux chiffres, plus de 50% déjà d'endettement, c'est vrai que c'est en deçà encore de ce que recommandent les normes de la sous-région, à savoir 70%. Ben là, personne ne nous dit encore combien de temps il nous reste pour aller, parce que avec la révision de la Constitution, on a enlevé aux députés le fait qu'ils doivent donner leur caution au gouvernement avant d'aller faire des prêts. On va faire les prêts, on vient faire le compte rendu si on veut, ou si un député en demande. Voilà, donc autant de choses. Au fait, il y a de réalisations, certes, à quel coût, on ne le sait, et comment cela se fait, et c'est ça qui soulève l'inquiétude. Encore que, je crois que il y a un prêtre qui a écrit un document dont le nom m'échappe, et qui démontrait dans un document en parlant de la politique ou des réalisations de ce gouvernement, qui montrait que on taillait plus d'importance à la pierre que l'humain. Et autrement dit, cette politique-là ne met pas au cœur de réalisation, l'humain au cœur des réalisations. Et c'est ce qui manque justement, parce que le chef de l'État lui-même a reconnu que le panier de la ménagère est faible. Mais moi, je pense plutôt que ce n'est pas seulement faible pour actuellement, ce sera ainsi pour de très nombreuses années encore, même si le chef de l'État tente de montrer une perspective plus radieuse. Moi, je pense quand même que si en 8 ans, on en est encore là, ce n'est pas en 2 ans ou en moins d'un an, à peu près 1 an et demi après qu'on pourra atteindre. Pourquoi tout vous ça. êtes pessimiste? Non, mais parce que on a 8 ans, très envie de réagir on a 8 ans passés. On avait 8 ans passés. Non, mais je pense d'abord qu'il faut qu'on... On va y aller très rapidement, le temps nous presse déjà. Il faut qu'on sache ce qu'on veut véritablement. Vous voyez, on prend du plaisir à montrer au président de la République qui est là avec son gouvernement que les besoins de la population sont énormes. Et les besoins de la population ne font que croître. On veut que le gouvernement et le chef de l'État élu réussissent à satisfaire au maximum de ces besoins-là. Mais au même moment, on lui dit: ah non, il faut pas aller faire des prêts au nom de l'État jusqu'à un niveau donné pour régler ces problèmes. Et surtout, il ne faut pas aller faire des prêts pour régler ces problèmes durablement. Vous savez, pendant longtemps, les dirigeants, les régimes qui vous donnaient l'impression de ne pas s'endetter au même niveau que ce que nous observons aujourd'hui, parce que ce n'est pas l'endettement qui est en fait le problème en soi. Le problème, c'est quoi? C'est la pertinence et la qualité de l'endettement. Et la crédibilité de la signature. Plus vous évoluez avec une signature plus crédible, plus on vous prête à un taux intéressant, à un taux moins élevé. D'accord? Alors, qu'est-ce qui se fait aujourd'hui? La signature du Bénin est devenue plus crédible et on peut nous prêter de l'argent à des taux intéressants. Mais pour régler ces problèmes-là et réaliser des infrastructures ou faire des projets structurants qui vont durer, mais il faut que on paye le coût, le prix pour cela. Et quand on fait les efforts, il ne faut même pas croire que le chef de l'État est en train de minimiser les efforts internes. Il a répété tout au long de son discours, ces réalisations, nous les avons faites ensemble. Et les sacrifices, on les a fait ensemble. Ça veut dire que tout le monde a contribué à l'intérieur. Mais les ressources mobilisées à l'intérieur ne suffisent pas pour faire tout ça. Et pour faire des choses qui résistent, qu'est-ce que vous trouvez à ce que, par exemple, oui, vous dites que le gouvernement actuel s'endette à un niveau plus élevé, selon vous, hypothèque l'avenir des générations à venir. Que dites-vous des autres régimes qui s'endettent moins, mais qui réalisent des infrastructures qui sont détériorées en 2 ans, 3 ans? Et ça se répète tout le temps.
Vous avez des exemples aujourd'hui. Je vais le répéter ici parce que les gens pensent que quand on parle, on joue les griots d'un régime. Non, il y a des choses qui sont concrètes. Aucun régime ne viendra pour faire des choses qui vont être à 100% parfaites. Mais quand il y a des choses que personne n'avait réussi à faire, on nous faisait croire que ce n'était pas possible. Est-ce qu'on ne vous faisait pas croire que il faut voter pour la ville de Cotonou là, d'accord? Le milliard de lutte contre les inondations chaque année. Juste pour juguler, pour trouver des pompes, pour pomper l'eau et mettre des bottes, aller donner des comprimés aux populations. Mais chaque année, ça doit revenir. Alors, un président vient pour dire non, je préfère qu'on supprime ce milliard-là qui est voté pour que le problème ne soit pas réglé. En 2 ans, 3 ans, je fais les études qu'il faut et je viens réaliser maintenant des infrastructures que les eaux ne vont plus jamais submerger. Mais à quel coût? Il faut communiquer là-dessus. Oui, il faut nous dire que ça n'a pas coûté peut-être le milliard qu'on nous brandissait auparavant. Attendez. Ou si c'est plus du milliard. C'est ce que défend en fait Nicolas. Oui, ce que défend Nicolas est pertinent, mais n'est pas pertinent dans l'exercice qui est demandé au chef de l'État. Ce n'est pas dans le discours sur l'état de la nation, où le président a quelques minutes pour faire un discours devant la représentation nationale, pour présenter le tableau, c'est ce que dit la Constitution dans son article 72, pour présenter le tableau de la situation du pays dans chaque domaine important. Quand il finit de le faire, il n'y a même pas possibilité de débat avec les parlementaires juste après le discours pour que les parlementaires disent ce que vous avez dit là, ça coûte combien ça. Il y a d'autres espaces pour dire ça. Et c'est même dit que quand il finit de le dire dans l'article 72 là, que le chef de l'État peut partir, mais même s'il n'y a pas de débat au Parlement, cela peut inspirer les travaux de l'Assemblée nationale. Ça veut dire quoi? Après le discours, la prochaine réunion des députés, par exemple, ils peuvent prendre chaque pan de réalisation que le chef de l'État a eu à évoquer pour dire question écrite, question orale, nous, avec débat ou sans débat, nous voulons savoir ce que cela a coûté. Mais dans un débat où un débat où on vous demande de savoir, moi je préfère que pour ça, qu'on ne déplace pas le contexte. Si l'exercice ne doit pas permettre au chef de l'État de rentrer dans ces chiffres-là, ce que chaque infrastructure, ce que chaque réalisation a coûté, il va faire un discours, il n'aurait pas fini. Non, mon cher Jules, ce n'était pas ça, c'est pas ça mon objectif ici. Non, au fait, vous voulez montrer quand même que oui, il a réalisé, mais est-ce que ce que ça coûte là, il n'y a pas du flou? Non, la communication autour de ces réalisations, ça ne c'est pas au chef de l'État de le faire. Dans le discours. Ça devrait être en amont. Est-ce qu'on n'a jamais eu le coût de ces réalisations? Mais est-ce que c'est le débat? Le problème, c'est ce qui est demandé. Non, moi je ne fais pas des débats déplacés. Qu'est-ce que le chef de l'État fait? Est-ce que l'exercice qui est demandé par la Constitution? Quand nous analysons les propos du chef de l'État, on s'aperçoit que on a donc il a eu le temps de réaliser ça. On a un président qui se satisfait de ces réalisations et qui donne l'envie aux Béninois qui l'écoutent de se dire que oui, demain, quelque chose est bon. Et que le mieux-être et le bien-être qui est la quête perpétuelle de tout peuple est pour demain. Mais en réalité, il faut savoir que ce qu'on nous promet là, ce qu'on nous miroite ou ce qu'on nous dit qui a été réalisé là, qu'est-ce que ça engendre pour demain? C'est de ça, moi, je parle. Mais dans ce studio, vous avez été capable de le dire. Parce que c'est comme une incantation que vous dites pour dire, demain, d'abord, c'est, excusez-moi d'être violent, c'est diabolique que de dire, vous, sans donner la preuve que ce que celui-là a réalisé n'est pas utile pour la population, vous décrétez que demain, vous savez, il dit que demain, pour lui, demain, vous savez, mon cher Jules, vous savez, dans la philosophie politique, moi, c'est en cela mes vrais problèmes avec le chef de l'État, avec le gouvernement actuel. Dans la philosophie politique, il a été démontré que, au fait, les dirigeants qui ont été véritablement incapables de nourrir leur peuple et de soigner leur peuple se contentent des infrastructures. Parce que la première des choses que l'étranger qui met pied sur votre sol, la première des choses qu'il constate, c'est les infrastructures. Et en fait, pour lui, tout de suite, au fait, tel que c'est joli là, tel que c'est joli. Non, mais je vous dis, au fait, jusqu'ici, on a eu quoi? De 2016 à 2024, où le deuxième mandat du chef de l'État est à sa fin. On a eu quoi? Est-ce que c'est en 1 an et demi
qu'on aura tout ce dont nous parlons là. Est-ce que, parce que le chef de l'État même l'a reconnu, que tous ces efforts n'ont pas, leurs effets ne sont pas perceptibles du coup. Et que peut-être que avant qu'il ne s'en aille, on s'apercevra que oui, il a. Mais il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit qu'avant qu'il ne s'en aille. Ça, il faut pas. Non, il a dit c'est bien pour bientôt. Et pour bientôt, là, c'est pour quand? Mais pour bientôt, est-ce que c'est après lui ou pour bientôt? Moi, je sais ce que je sais. Ce que je sais plutôt. Allez-y. Le chef de l'État, je crois que c'est en 2017. Quelques années après sa prise de pouvoir, a eu à signaler plus de 1200 milliards que le gouvernement précédent a mobilisé pour la réalisation des infrastructures. On va y revenir. Alors, quel a été le taux, quelle a été la participation de ces 1200 milliards mobilisés déjà avant le départ de ce gouvernement-là? Dans les infrastructures. Routières. Avant qu'on en parle. Quelle a été la part de ce que le gouvernement a apporté? Parce que effectivement, on le voit quand vous prenez nos artères. Avant qu'on en parle, je voudrais qu'on s'exprime sur la question des dialysés. Le chef de l'État s'est satisfait de tout ce qui se fait dans le domaine sanitaire, mais n'a pas abordé la question des dialysés. Julien Andrekiti, 30 secondes, rapidement, le temps nous presse. C'est en 30 secondes. Les Béninois meurent au quotidien. Oui, mais je veux bien vous répondre, mais je veux vous faire un aveu. Je ne suis pas prêt à revenir dans ce studio pour faire des incantations. Moi, je veux faire des analyses. Je ne suis pas prêt à déplacer. Vous le faites déjà. Non, je ne suis pas prêt parce que là, nous contribuons ensemble à ce qu'on éclaire des gens. Nous ne sommes pas dans du syndicalisme. Si nous ne pouvons pas dire ce qui est réalisé, dont on parle, d'abord l'exercice qu'on a demandé à faire, n'allons pas demander des comptes à quelqu'un qui dépasse le cadre de l'exercice qu'il a fait. Prenons d'autres espaces pour dire, nous réclamons qu'au-delà de ça, l'Assemblée nationale l'interpelle. Et interpelle le gouvernement sur ces choses. Répondez à la question des dialysés. Sur la question des dialysés, oui. Sur le secteur de la santé, mais je suis conscient de ce que beaucoup de Béninois attendaient le chef de l'État sur cette question-là. Il a parlé quand il prend le secteur de la santé, en quelques minutes, il choisit les choses dont il peut parler, ce qui est en train d'être réalisé, les hôpitaux de référence et tout. Moi, j'ai été à Savès, j'ai vu, à Tchaourou, je vois Chic à Bomé-Calavi. C'est important, ça n'est jamais arrivé dans notre pays. Mais dans le secteur de la santé, on s'attendait tous à ce qu'il parle également parce que des dialysés, parce que il n'en a pas parlé. Il n'en a pas parlé. À ce niveau-là, ça peut, non, pas du tout. Ça peut montrer que quand un discours comme ça sur l'état de la nation est fait, ce qui n'est pas dans le secteur de la santé, par exemple, je suis d'accord avec ceux qui disent que ça, par exemple, c'est un point d'insuffisance qu'on a noté. C'est-à-dire que c'est une soif qui a été exprimée, le chef de l'État n'en a pas parlé. Alors, tout de suite, qu'est-ce qu'on fait? On regarde ce que dit la Constitution. Quel est l'espace dans lequel on peut encore interpeller le chef de l'État et son gouvernement sur la question? Moi, je ne veux pas me mettre à dire, il n'a pas dit ça dans le discours sur l'état de la nation, donc il a péché. Puisque la Constitution et les lois me donnent encore plusieurs possibilités de l'interpeller sur ça. Alors, je mets la pression sur le Parlement pour que le Parlement puisse poser des questions par rapport à ça. Je mets la pression sur les corps constitués de la nation pour dire, mais ces gens-là aussi ont besoin qu'on s'intéresse à eux parce que c'est un cas spécifique qui est grave. Donc, je préfère qu'on aborde des questions comme ça pour dire, sur le discours sur l'état de la nation, parce que c'est de ça on parle dans l'émission. Il y a eu telle insuffisance. Il n'a pas parlé de ça dans le secteur de la santé. Mais ce dont il a parlé dans le secteur de la santé, c'est important, c'est à célébrer. Mais après, si c'est dans ça là qu'on doit dire maintenant, parce qu'il n'a pas dit l'hôpital Chic a coûté tel nombre de milliards. Donc, c'est du flou. Et je ne suis pas prêt à dire parce il faut connaître un peu les finances pour savoir que 10 conseils on vous a compris. Non, 10 conseils beaucoup endettés, c'est ne pas savoir grande chose des finances que de dire le fait qu'on s'endette beaucoup, même à l'étape d'une entreprise, c'est pas parce qu'une entreprise a beaucoup de dettes que l'entreprise n'est pas prospère. Merci Jules. Sur la question des dialysés, Nicolas, voilà un problème dans notre société. Et jusqu'ici, rien n'a été fait. Et on n'est même pas informé réellement de ce qui se passe. Ce qu'on sait plutôt, c'est que les gens en souffrent. Ce qu'on sait plutôt, c'est que les gens en meurent. Il y a eu les exonérations sur les kits. Oui. Est-ce que les gens en bénéficient véritablement? Allez voir. Vous voyez cette manière de réfléchir. Vous n'êtes pas allé vérifier pour savoir si les gens en bénéficient. Mais vous choisissez de douter de ça. Non, je pense que je connais des gens qui. Les gens en bénéficient. Est-ce que ça impacte véritablement? Non. Déjà là. La question que vous posez, Brice Bilal, elle est honnête.
Mais la question de Sopete est malhonnête parce qu'il n'est pas enlevé vérité. On Non, dit, les gens, on a exonéré allez demander à des gens. Dites dans ce studio pour dire, moi je suis allé voir des dialysés. Peut-être que lui a fait le tour. Mais qui le dit? Est-ce que je vous dis, qui le disent? on connaît des gens qui, l'émission est crédible. on connaît des gens qui s'en plaignent, qui ne bénéficient pas réellement de la chose. Je pense que ce que je dis, et de façon globale, pour finir, mon cher Brice, Bill, je pense que, au fait, de façon générale, quand on écoute le chef de l'État, on a tendance à penser que oui, beaucoup de choses ont été faites, mais que les effets n'ont pas été perceptibles tout de suite, et que d'ici là, nous aurons les effets certainement. Mais moi, ce que je reproche à ça, c'est que, au fait, ce qui a été réalisé, on ne connaît pas les coûts, et on ne sait même pas comment ça a été réalisé. Au fait, la communication a manqué par rapport à ce qui est. Mais ce que nous savons plutôt, c'est que cette réalisation a été faite sur le coup des dettes qui, non seulement nous met nous autres affamés aujourd'hui, et qui mettra certainement affamés des générations à venir. C'est faux. Merci. Faux. On va parler maintenant du réseau routier qui n'a pas été occulté dans ce discours. Le président de la République a insisté sur la nouvelle qualité de route. Le Bénin est aujourd'hui 5e en Afrique pour la qualité de son réseau routier. S'il est vrai qu'on ne mange pas la route, il est pourtant vrai que la route fait manger. Plus que jamais, nous pouvons affirmer que le chemin du développement passe par le développement de la route. La preuve est que partout, nos concitoyens en réclament davantage en précisant que c'est bien de la nouvelle qualité de route qu'ils parlent. Honorables députés, cette qualité qui caractérise désormais notre action, comme l'illustre notre réseau routier, est devenue la marque de la gouvernance publique du Bénin et celle de sa signature. De sorte que la notation de notre pays ne cesse de s'améliorer. Récemment d'ailleurs, notre notation est passée de B à 2B dans un environnement pourtant globalement difficile. Ainsi, notre pays se positionne parmi les meilleures signatures d'Afrique subsaharienne et peut emprunter à des taux de plus en plus bas. Un indicateur, et pas des moindres, Cotonou vient d'être classée première ville la plus propre de l'Afrique de l'Ouest et 6e de toute l'Afrique. Cela est certes flatteur, mais notre volonté est de faire toujours mieux, car nous avons vocation à être les meilleurs partout. Tout ceci devrait nous convaincre que notre Bénin se construit. Voilà, mais je voudrais vous faire écouter les propos du chef de l'État quelques mois plus tôt concernant l'ancien régime sur la construction des routes. Le régime précédent a signé au lendemain de son départ des contrats d'infrastructure de routes pour à peu près 1200 milliards de francs CFA, à quelques jours de la fin du mandat. Donc pour engager le Bénin dans des contrats de construction de routes, de bitumage de routes, un peu partout, pour 1200 milliards, c'est très bien. C'est très bien. Si nous avons les moyens de bitumer toutes nos routes au Bénin, en quelques années, on le ferait volontiers. Mais est-ce que nous allons hypothéquer nos ressources actuelles et à venir? Nous allons aller à l'emprunt, au crédit, pour mobiliser tout ce que le Bénin est capable de mobiliser dans les années à venir et les engloutir entièrement au service de la route. Faire des routes en oubliant que pour rouler, il faut avoir les moyens d'avoir un véhicule, il faut avoir les moyens d'avoir une voiture, une moto. Il faut produire avant de transporter sur la route. Quand vous n'avez pas de maïs, vous n'avez pas pu produire du maïs, vous ne pouvez pas le transporter sur la route. La route ne peut pas être le seul moyen d'existence, de développement et d'épanouissement social. Il faut que les ressources du pays, les ressources d'aujourd'hui et de demain, quand nous allons au crédit, nous en prenons sur les ressources de demain. Disponibles aujourd'hui, nous prenons du crédit, il faut les répartir de manière intelligente, à ce qu'une partie aille à la construction de l'économie, aille à la structuration de l'économie. Il vaut mieux investir peut-être sur 1000 milliards que nous avons encore potentiel, mettre 400 milliards dans l'agriculture pour que le riz, le maïs, le noix de cajou, l'ananas, tout cela soit dynamique, produise des emplois, produise de la richesse, pour qu'il y ait de la manutention, pour qu'il y ait du transport, qu'il y ait du commerce, et que cela amène des milliers de personnes à vivre, à exister, plutôt que des milliers de personnes dans le chômage et la pauvreté avec des routes partout. Le chef de l'État qui a dit aujourd'hui, Jules, que la route fait manger. Hier, il disait que la route ne peut pas être le seul moyen d'existence, de développement et d'épanouissement social. Oui, je ne trouve aucune contradiction à ça. Parce qu'il parle de planification, de répartition des ressources. C'est-à-dire que le discours d'aujourd'hui vient répondre à ceux qui lui font la critique que on met trop les ressources, les infrastructures routières en avant. Parce qu'on a la tendance de dire, est-ce qu'on va manger les routes? Et il dit, si on célèbre les routes qui sont réalisées,
ça veut dire que ça sert à ce que quand même les gens puissent mener leurs activités et vivre. Au même moment, il dit que ce que nous empruntons, il faut réserver une partie pour investir dans l'agriculture, investir dans la culture d'un certain nombre de produits vivriers qui permettent de manger, pour que les gens puissent mener. Et c'est ce qui est fait aujourd'hui. Et ce que nous venons d'entendre dans son discours, de l'extrait de son discours de 2023, vient remettre en cause ce que mon ami Nicolas vient de dire. Quand Nicolas avait parlé, il vous avait donné l'impression que le chef de l'État avait dit l'année dernière que le régime précédent a mobilisé 1000 milliards. 1200 milliards. Ce que le chef de l'État ne signe pas, il dit qu'il a signé des contrats. Ça ne signifie pas que les financements sont déjà captés. Vous signez des contrats pour dire des gens sont prêts à vous accompagner. Il y a les accords de principe qui sont signés. Maintenant, on va voir les faisabilités et les investisseurs qui vont apporter les ressources. Est-ce que ce qu'il a dit signifie que le régime Yaïboni avait déposé dans les comptes du Bénin 1000 milliards qui attendaient du frais cash flow que le régime Talon est venu prendre? Non. Donc, ce qu'il est en train de dire, c'est que si nous devons emprunter de l'argent, et suffisamment de l'argent, pour au nom des générations à venir, il ne faut pas investir ça seulement dans un seul domaine. Il faut répartir ça pour que le développement soit intégré. Pour que tout le monde puisse travailler et produire de l'argent. Vous avez suivi ces deux extraits. Pour moi, vous y voyez de la contradiction, vous? Bien sûr que oui, contrairement à Jules, je pense que c'est de la contradiction. Et moi, la question que je me pose, qu'est-ce qui entend s'est passé pour que le président puisse virer vers ce que les autres ont pensé faire, que lui avait trouvé mauvais? Parce que aujourd'hui, et quand vous écoutez les défenseurs de ce régime, ils vous diront que le Bénin a réalisé plus de routes qu'on en a réalisé depuis 90 ou même avant. Eh bien, non, il parle beaucoup plus de qualité. Les routes de mauvaise qualité qui étaient réalisées et de l'argent qui était détourné. Il faut que vous en parliez. Mon cher Jules, parlez de la qualité. Vous me permettez de... Oui, vous occultez la question de qualité. De toutes les façons, je l'avais déjà dit. J'ai dit, les régimes incapables de satisfaire le minimum de la population ont pour tendance aller vers les infrastructures. Non, vous citez des théories qui n'ont rien à voir avec vos réalités. Je vous dis, on a tous été à l'école. S'il vous plaît, s'il vous plaît, non. Parce que qu'est-ce qu'on a constaté? S'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a constaté? La théorie des Grecs, des Italiens, des Français. Tout au long des 8 ans de pouvoir de notre président de la République, je pense que on a donné plus d'importance aux infrastructures que même au niveau qu'on appelle-t-on, de l'agriculture. Au départ, on pensait que le chef de l'État allait véritablement investir dans l'agriculture au point de créer l'autosuffisance alimentaire dans toute sa totalité. S'il vous plaît, le prix du maïs n'est jamais revenu à ce qu'on avait en 2016 ou en 2017. Le prix du riz n'est jamais revenu à un coût normal qu'on vivait. Le coût, alors qu'on nous parlera certainement encore de supposition. Qu'est-ce que les cadres faisaient? Moi, je me souviens, à la veille de la fête, comme ça, vous pouvez aller dans les cadres, vous trouverez des riz, en tout cas, de plus ou moins de qualité qui vous permettent de traverser les périodes de fête à moindre coût. Mais aujourd'hui, vous allez pour prendre un riz du bas qualité, de basse qualité aujourd'hui, vous avez au moins 800 francs le kilo. Alors, est-ce que on a pu véritablement investir dans l'agriculture, malheureusement, comme il aurait voulu, comme les autres n'ont jamais pu penser et que lui l'a pensé. Aujourd'hui, c'est les infrastructures qui ont pris le dessus sur la vie humaine et ce qui est dommage. Merci. Ce sera votre mot de la fin. Je Léandre, 30 secondes. Non, juste pour dire... Véritablement 30 secondes. Non, juste pour dire que c'est dommage qu'on ne puisse pas savoir lire les discours des dirigeants. C'est-à-dire que quelqu'un fait un discours, je veux savoir qu'est-ce qui est prévu dans le cadrage de ce discours. Je me prononce par rapport à ça. Mais si je veux apprécier ça, que je ne sais rien de ce qui est prévu comme cadrage par la Constitution et que je rentre dans tous les sens pour apprécier ça, on fera des débats biaisés. Je suis désolé, les dirigeants nous avons encore beaucoup de choses à dire sur le discours, mais le temps nous a surpris. On a démarré avec léger retard. Toutes nos excuses, chers amis auditeurs. On va y revenir peut-être jeudi prochain avec nos partenaires du jeudi sur Actu et Débat. Merci à Nicolas Sopete et à Jules Léandre Kéti, nos deux invités de ce lundi sur Actu et Débat. Patrice Bédia resté à la mise en onde. Prise de vue, Job Tikpe, je suis Brice Bill Haïtedji. Je vous souhaite de très belles fêtes de Noël.